C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs de Radio Virus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Tout de suite, nous commençons par une chronique routière. Aujourd'hui, j'ai pu partir pour la Verte en toute légalité. J'avais une intervention à Autun, en Bourgogne, ce qui m'a permis de prendre le cerceau et de dérouler le ruban. Quel plaisir de bombarder sur des autoroutes quasi désertes. 37 minutes pour atteindre le péage de la 6. Pour les non-parisiens qui ne saisissent pas la perf, en temps normal, en comptant la circulation, il faut environ 1h30. Première petite découverte de la journée, je découvre que les Français ont du génie. L'application Waze ayant supprimé l'option « Signaler la police » pour éviter la fraude lors des contrôles anti-Covid, je remarque que les radars et la maréchaussée sont désormais signalés par l'option « Animal mort sur le bas-côté ». C'est malin, c'est imagé, c'est représentatif. Bref, même si j'adore parler de moi, je ne viens pas vous raconter ma journée. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Je viens vous raconter une petite anecdote marquante. Je suis sur le chemin du retour, sur une aire quelconque de la 6. Il est environ 18h, il fait beau et je prends une petite pause. Dans le pseudo-jardin devant la station se trouvent quelques tables en béton hideuse. Je suis sur l'une d'elles. Derrière moi, 2 caissières glandassent en fumant des camels. À gauche se trouve une prostituée, à proximité de son camion. Les néons clignotants sur le pare-brise m'apprennent qu'elle se nomme Vulcano. Apparemment, depuis le confinement, à l'instar des dauphins dans la baie de Venise, on observe le grand retour des putes sur les airs. Ça suit le chaland. Un peu plus loin, 2 camionneurs se lavent sommairement avec des jerrycans, vu que les douches sont fermées. À ma gauche, sur une autre table, se trouve une famille parfaite tête à claque. Vous voyez tous ce type de connards. Ceux qui rentrent le vendredi de vacances pour éviter bison futé en rouge et pour se reposer avant la reprise. Et ben là, c'est pareil pour le confinement. Il faut éviter les bouchons de dimanche, donc on rentre mercredi. Allez comprendre. Le Q5 déborde de valises et de vélos. On dirait des Marocains qui partent au bled. Ils devaient être en Provence car ils sont tout bronzés, en short et espadrilles. Tout à coup, la gamine Cyrillus demande à son père ce qu'est le déconfinement. Son père répond « Oh bah, c'est fini les vacances, tout revient à la normale, tu repars à l'école et je retourne au bureau. » Cette phrase, jetée en l'air, m'a profondément déprimé. La lutte des classes ne s'est jamais autant révélée. Autour d'eux, que du grouillot qui a morflé pendant la crise. Que des mecs sur les rotules qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Tous ont, moi compris, une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Si j'avais été un nihiliste du 19e siècle, je les aurais abattus sur place et j'aurais plastiqué leur caisse. Après 2 mois de vacances farniente, ils s'apprêtent à retrouver leur petite routine, leur petit train-train. Ils ont hâte de pouvoir raconter leur confinement à leurs collègues de bureau. Ils ont hâte de retrouver leur job d'esclave, tant qu'il permet d'avoir une baraque secondaire. Fuis, gamine. Ne retourne pas à l'école. Ne retourne pas dans le monde d'avant, rempli de cons qui vont t'apprendre de la merde. Tire-toi dans les forêts du Morvan, construis-toi un arc et une hache, brise tes chaînes et rejoins-nous quand l'heure aura sonné. Retrouvons les actualités du jour. L'actualité de ce jeudi 7 mai. Vérité. Le gouvernement a finalement supprimé son onglet de réinformation dont nous vous parlions il y a quelques jours. On continue les tests et les balles-en-sonde, nouvelles méthodes privilégiées par le gouvernement, lancer des idées, voir comment l'opinion réagit et ajuster. Gastronomie. Les Français ont pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement. Manque de sport, grignotage, alimentation moins variée, le cocktail de la prise de poids. Comme quoi le jogging massif n'a pas suffi. Censure. Les réseaux sociaux continuent leur progrès pour un monde meilleur et plus juste. Twitter veut surveiller le langage de ses utilisateurs. Si vous êtes vulgaire ou insultant, un message vous propose de reprendre votre tweet avant publication. L'argument est que, sous le coup de la colère, on dit des choses qu'on ne pense pas. Merci à eux de nous rappeler ce que l'on pense et ce qu'on ne pense pas. Garderie. Les habitués de cette chronique ont peut-être trouvé dur l'assimilation d'une école à une garderie. Hier, Jean Castex, chargé par le gouvernement de préparer le déconfinement, était entendu au Sénat. Interrogé sur la raison de la réouverture en premier des écoles, avant les collèges et les lycées, il explique que lorsqu'il est question de redémarrage économique, un lycéen peut se garder, un petit écolier ne le peut pas. Et rappelons qu'en Allemagne, ce sont les lycées qui ouvrent en premier, car les étudiants sont capables de suivre les gestes barrières. Chacun ses priorités. Idée. L'Institut Montaigne est du génie. Pour nous sauver de la crise économique, il fait ses propositions.
assouplir les derniers verrous légaux du travail, incitation à l'augmentation du temps de travail, suppression d'une semaine de vacances à la Toussaint, suppression du jeudi de l'Ascension, diminution des RTT dans la fonction publique. Des génies, que des idées nouvelles. Solidarité. L'Irlande, lors de sa famine de 1847, avait bénéficié de l'aide des Amérindiens en recevant 170 $, ce qui, avec l'inflation, représente environ 5 000 $ aujourd'hui. Elle repaye donc sa dette en leur envoyant 2,5 millions de dollars afin de les aider dans la lutte contre le Covid. En France, le gouvernement aussi nous rappelle qu'il faudra également payer la dette. Espérons qu'on attende un peu comme les Irlandais. Expandables. Un des Américains fait prisonnier au Venezuela et accusé d'être venu pour y réaliser un coup d'État, a avoué, et l'interrogatoire a été diffusé sur une chaîne nationale. Le projet était d'enlever Maduro et de le faire venir en avion aux États-Unis, pour un montant entre 50 et 100 000 $. Bientôt une série Netflix ? Immortel. La reine Elisabeth continue son bras de fer avec Valéry Giscard d'Estaing, mais ce dernier est accusé par une journaliste allemande de lui avoir mis une main aux fesses lors d'une interview. Une plainte a été déposée. Même le désir ne meurt pas chez lui. Libéré. Le déconfinement est attendu par beaucoup, mais en Île-de-France, il ne va pas changer grand-chose. Une attestation de déplacement émise par l'employeur sera obligatoire pour prendre les transports en commun, avec les jours et les horaires d'indiqués pour éviter les abus. Métro, boulot, dodo dans toute sa splendeur. Même pas possible de passer chez des amis prendre un verre du coup. Libéré. Le déconfinement est attendu par beaucoup, mais en Île-de-France, il ne va pas changer grand-chose. Une attestation de déplacement émise par l'employeur sera obligatoire pour prendre les transports en commun, avec les jours et les horaires d'indiqués pour éviter les abus. Métro, boulot, dodo dans toute sa splendeur. Même pas possible de passer chez des amis prendre un verre. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Dernière frontière dans ce premier point politique. L'alvéole comme ultime frontière. L'actuelle période de confinement est riche de leçons et est symptomatique d'un basculement civilisationnel généralisé. Il est à ce titre intéressant que le confinement coïncide avec l'affirmation de sa puissance par la Chine, qui, si elle n'est pas une découverte, était auparavant dans l'humilité feinte et devient aujourd'hui une puissance arrogante. Ce changement d'attitude est normal et surtout révélateur, car elle est la puissance la mieux idéologiquement adaptée à la modernité. En effet, la modernité s'est construite sur l'idée libérale de l'individu, illustrée parfaitement par la fable des abeilles de Mandeville au XVIIIe siècle, selon laquelle la somme des égoïsmes individuels conduit à l'intérêt général. En somme, selon cette fable, la société n'est que l'addition d'individus égoïstes dont la coexistence et la recherche du profit personnel permet le fonctionnement optimal de la société. L'on conçoit donc sans mal que cette idéologie du marché conduise naturellement à la volonté d'abolir toute frontière qui ne sont qu'artifices séparant des individus libres, parfaitement libres d'interagir librement entre eux, maximisant leurs profits et leurs échanges. Liberté, je chéris ton nom. La méchante frontière est donc l'ennemi de l'homme libre, des droits de l'homme naturellement libre et évidemment bon. Il faut l'abattre, cette frontière, l'abolir, quitte à laisser rentrer les futures montagnes qui tuent au Bataclan et à Charlie, et les virus qui n'ont, comme chacun sait, pas de passeport. Le problème est que les hommes ne sont pas de purs esprits. Ils ont des corps et donc des limites, autre nom de la frontière. Et ces limites leur sont naturelles. Et comme la nature a horreur du vide, elle le comble avec des frontières invisibles, mais répondant non pas à l'intérêt général, au bien commun, mais aux discriminations d'argent. Digicode dans les immeubles, séparation de quartiers, écoles privées, hôtels 4 étoiles, vacances au ski et autres plages réservées. Mais comme le virus sans passeport a passé la frontière qu'on n'a pas fermée au nom de la liberté de tous, chacun a le droit de rester chez lui et de demander à l'État l'autorisation de sortir. Rassurez-vous, vous êtes libre dans votre ultime frontière, votre alvéole, votre chez vous. Les petites abeilles individus peuvent rester dans leur alvéole et pourront sortir pour les besoins de la ruche collective. De là à dire que nous sommes en Chine communiste.
Ben voyons. Nous sommes le pays des droits de l'homme, et nous sommes libres. Et très égaux. Passons à la chronique cinéma du jour. « 1847. Le capitaine de la marine royale britannique, John Franklin, entreprend d'ouvrir un passage dans le Nord. L'équipage des deux navires va devoir affronter la glace, le froid, la solitude et un mal qui semble venir des tribus inuites. Pour les dernières chroniques, j'ai choisi de vous parler de séries que j'aime particulièrement. The Terror est une excellente série britannique produite par Ridley Scott qui reprend une histoire vraie, l'expédition Franklin. Les deux navires de l'expédition ont été retrouvés en 2014 et en 2016 seulement. Pourquoi voir cette série ? La série marque d'abord par son ambiance unique. Sur 10 épisodes, les scénaristes prennent leur temps pour nous installer dans un équipage qui semble destiné à disparaître dès le départ. On suit plusieurs personnages, du capitaine au médecin, en passant par un matelot un peu timbré. L'équipage est peu à peu touché par une malédiction qui viendrait des tribus inuites. En fait, la série tourne autour du mystère de la disparition de ces deux navires au XIXe siècle. La peur croissante des hommes fait monter la tension tout au long de la saison et nous donne des scènes angoissantes où l'on s'attend à ce qu'une créature démoniaque sortie des glaces emporte certains matelots. The Terror est donc une série d'horreur, mais pas le genre d'horreur violent à outrance ou alors avec des jumpscares à tout va. La série s'inscrit dans l'horreur par son ambiance oppressante. Oppressante par son sujet, la malédiction, par ses décors de glace emprisonnant les navires anglais et par certains personnages atteints de folie. Les acteurs sont tous excellents et très convaincants. On peut notamment noter la présence de Ciarán Hinds, habitué des séries puisqu'il a notamment joué Jules César dans la série Rome et Mance Rayder dans Game of Thrones. On a aussi Jared Harris, connu pour avoir joué Moriarty dans Sherlock Holmes et aussi pour la série toute récente Tchernobyl. Bien sûr, bien d'autres acteurs sont présents. La musique participe beaucoup à l'ambiance de la série. Elle rend les scènes angoissantes sans trop être présente. La série est très intéressante dans sa manière de nous montrer les superstitions, les angoisses de certains hommes, et montre beaucoup la manière dont les équipages sont gérés par les officiers. Leurs avis divergent selon la situation, et cela donne lieu à des confrontations où l'on a nous-mêmes du mal à se positionner. En ce sens, elle rappelle un film que j'ai déjà chroniqué, Master and Commander. Il faut dire que je regarde peu de séries, parce que celles-ci demandent beaucoup de temps et aujourd'hui plus d'attention, puisqu'elles sont pour beaucoup assez qualitatives, parfois même dignes du cinéma. The Terror est celle qui m'a sans doute le plus marqué par son originalité. Créer une série d'horreur dans un décor glacé, avec des militaires, et tout cela s'inscrivant dans une histoire vraie, relève d'une grande inventivité selon moi. Ce qui rend la série passionnante, c'est de créer un univers angoissant à partir de faits réels. En fait, les scénaristes ont transformé les éléments encore inconnus de la disparition de ces deux navires durant l'expédition Franklin pour laisser libre cours à leur imagination. Je vous invite fortement à voir la série The Terror. Je vous conseille de regarder la première saison en particulier, parce que la deuxième saison n'a absolument rien à voir et s'intéresse à un autre événement historique. Poursuivons en musique. Debout sur le zinc est issu de la rencontre entre Cédric Emolieff et Christophe Bastien d'une part, et un autre duo constitué d'Olivier Sulpice et Simon Mimoun de l'autre. Ils évoluent tout d'abord dans un registre rock assez classique, sous le nom de Spiritless Power. Plutôt curieux, les 4 membres tâtonnent avant que la révélation ne leur vienne soudainement lors d'un concert des Têtes Raides. Les 4 compères choisissent de s'en inspirer pour développer leur propre univers, nourri de musette, de tango, de valse, mais aussi de jazz manouche et de musique du monde, tout en conservant un cachet nouvelle chanson française. Recrutant 2 nouveaux collaborateurs, l'accordéoniste Fred Trisson et le clarinettiste Romain Sassigneux, les ex-Spiritless Power s'inventent une nouvelle identité plus conforme à leur valeur musicale lors d'une soirée particulièrement arrosée qui se termine alors que Trisson, sérieusement saoul, attaque quelques classiques de l'accordéon, debout sur le zinc d'un bistrot. Cette vision idyllique donne son nouveau patronyme au groupe qui enregistre sa première démo en 1995, elle aussi appelée Debout sur le zinc. Mais les débuts sont difficiles et ce sont davantage la rue et les festivals d'arts urbains que les grandes salles de concerts institutionnelles qui accueillent leurs premières prestations. Cependant, à force de multiplier les festivals, Debout sur le zinc commence à devenir un groupe récurrent du milieu du théâtre urbain et leur premier concert d'importance a lieu en 1998 lors de la session off du Festival d'Avignon. L'arrivée du contrebassiste William Lofty complète définitivement la formation qui, après un sérieux rodage, fait également quelques apparitions aux côtés de Rachid Taha, des Garçons Bouchés et surtout des Ogres de Barbac.
En 1999, Debout sur le Zinc entame l'enregistrement de son premier album, là encore baptisé humblement Debout sur le Zinc. Les références sont des classiques de la nouvelle chanson française, évoquant à la fois l'univers du cirque, celui des vieux bistrots et enfin l'amour impossible. En 2004, des singes et des moutons voient le retour de cette formation sur le devant de la scène. En 2006, Les Promesses, album moins folk et davantage centré sur les sonorités électriques, marque un certain retour au rock. Un retour aux origines confirmé avec Récréation en 2007 et De Charib dans Scylla l'année suivante. Prenant une pause musicale, Debout sur le Zinc se consacre à l'interprétation de l'abécédaire musical écrit par Boris Vian et mis en musique par Lucienne Vernet dans un livre CD qui paraît en 2012. En 2014, pour la première fois de son histoire, le groupe fait face à un changement de personnel. Ce sont 2 membres qui quittent coup sur coup l'équipe, le bassiste et contrebassiste, William Lofty et le guitariste Christophe Bastien. Ils sont bientôt remplacés respectivement par Thomas Benoît et Marie Lalonde. Ces nouveaux éléments sont mis à contribution début 2015 pour l'enregistrement d'Eldorado qui marque les 20 ans de carrière de la formation. C'est un peu une déclaration que je te fais car il est temps, je crois, yalala. Quand certains rêvent de nation, de football ou de vrais combats, yalala, yalala. Moi c'est vers toi que je tends les bras quand ça ne va pas. Ma cervelle et mes sentiments, je te les donne, ils sont pour toi. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada, tu es mon chez moi, lala. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas. Je te dois mes premiers frissons et mes premiers coups sur les doigts. Mais pour un mot, une chanson, j'aurais donné n'importe quoi. Malgré tous mes démons, les menottes que j'ai au bras, si je te quitte pour de bon le lendemain, je cours vers toi, le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada, tu es mon chez moi, lala. Mon premier et mon second choix, absolu qui ne t'arrive pas. Pour vivre avec toi, ya la la. Tu es mon chez moi, la la la. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. C'est un peu une déclaration, même si je sais que tu n'es pas le remède ni la solution, tu n'es qu'une attelle à mon bras. Ce petit rien qui nous lie aux autres quand ça ne va pas, un ultime langage de survie qui remet le monde à l'endroit. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada, yada, la 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 la. Tu es mon chez moi, yada, yada, la 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 la. Mon premier et mon second choix, yada, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas.
deuxième point politique. Le traité du rebelle ou le recours aux forêts a été écrit en 1951 par Ernst Jünger, écrivain malheureusement trop peu connu en France. Cet ouvrage de 150 pages est peu, voire pas du tout compréhensible par les auditeurs de BFM TV ou de Hanouna, qui ne peuvent penser par eux-mêmes et prennent pour parole d'évangile ce que nos élites nous disent. En effet, en plus d'être toujours d'actualité 60 ans plus tard, et de l'être encore pour de très nombreuses années, le traité du rebelle essaye de nous faire prendre conscience de qui nous sommes, nous, êtres humains, en réalité, et quelles sont les véritables menaces de notre monde. Être rebelle n'est pas le fait de contester les pouvoirs en place lors de manifestations ou de scrutins, car dire non dans un lieu mis en place, surveillé et contrôlé par nos ennemis ne sert strictement à rien. Il faut donc se faire entendre là où le pouvoir en place ne nous attend pas. En effet, en refusant de soumettre au référendum certaines questions essentielles, les gouvernements étouffent la voix démocratique en délaissant leurs citoyens au profit de leur propre idéologie. L'exemple le plus frappant de ces dernières années fut le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. 55% de non, vous vous en souvenez. Et pourtant, la Constitution européenne a bien été mise en place sous un autre nom et, cette fois, non soumis au vote des électeurs, comme par hasard. Depuis, plus aucun référendum n'a été mis en place en France. L'homme, s'il comprend son état de passivité obligé, décide de quitter le navire de la bien-pensance et gagner la forêt devra faire face aux sirènes de la propagande qui nous parlent de liberté quand il faut aller combattre pour des combats qui ne sont pas les nôtres, qui parlent de confort quand il s'agit en réalité de toujours plus consommer. Si l'homme arrive à se soustraire à cette propagande, alors seulement commencera sa quête du recours aux forêts. Afin d'y parvenir, le rebelle pourra compter sur l'art, la philosophie et la théologie afin de former une véritable communauté de résistance. Ainsi, Jünger nous dit que le recours aux forêts, c'est l'examen de la liberté de la personne dans le monde. Cependant, ce recours aux forêts n'est pas sans risque ni sacrifice. Il fut un temps où le rebelle était exclu de la communauté. Aujourd'hui, il n'est plus question de fuir, mais d'observer sans quitter le navire de la doxa, car, si on quitte le navire en pleine mer, on risque de se noyer. Ainsi, il décide entre le fait d'être combattant ou un esclave, tout en sachant que la peur sera toujours à ses côtés, et c'est pourquoi il doit vivre avec elle et la dominer. Dans notre société spectaculaire marchande, le rebelle a d'autres valeurs que ses congénères. Il échappe au contrôle des comportements. Tapi dans l'ombre, il s'oppose à l'unisson des masses, c'est pourquoi il gêne, mais il peut tout aussi bien se fondre dans les foules anonymes du navire et ainsi ne pas être repéré. Quand tout le monde voit un seul chemin, sûr et connu, le rebelle verra l'ensemble des chemins de traverse qui s'offrent à lui et qui ne mènent pas forcément à la catastrophe afin de réaliser son destin. En choisissant son propre destin, l'homme fait preuve du plus grand courage qui soit. C'est grâce à la découverte de ses ressources, des mythes ancrés en nous, que naissent les rebelles. Poursuivons sur la culture. Lorsque la guerre éclate, Georges Guinemer tente de s'engager, mais les médecins militaires le trouvent trop maigre et le refusent. Il est désespéré, même les relations de son père n'y font rien. Un matin, en voyant des avions militaires se poser, il demande à un des pilotes comment s'engager dans l'aviation. Le 22 novembre 1914, il est engagé au titre du service auxiliaire comme élève mécanicien à Pau. Il approfondit sa connaissance des avions et veut devenir élève pilote, mais le personnel du service auxiliaire n'a pas le droit de voler. Son capitaine finira par accepter de le prendre en situation irrégulière. Il devient élève pilote le 21 janvier 1915 et reçoit le brevet militaire le 26 avril. Il casse, à ses débuts, beaucoup d'avions à l'atterrissage et hérisse son chef d'escadrille. Le 19 juillet 1915, Guinemer remporte sa première victoire. En juin, il devient sergent et est décoré de la Croix de guerre. Capitaine dans l'aviation française, il remporta 53 victoires. Il connut succès et défaites, il fut abattu 7 fois. Affecté durant toute sa carrière à l'escadrille numéro 3, dite escadrille des Cigognes, l'unité de chasse la plus victorieuse des ailes françaises, en 1914-1918. Ces avions étaient habituellement peints en jaune et baptisés Vieux Charles. Le président de la République lui remet la croix de chevalier de la Légion d'honneur en décembre 1915. Le maréchal Frangé d'Espéret lui remit la croix d'officier de la Légion d'honneur en juillet 1917. Guinemer s'est inspiré de l'ancienne chevalerie lors de ses combats. Ainsi, il a épargné l'as numéro 2 allemand, Ernst Udet, dont la mitrailleuse s'était enrayée. Faisant preuve d'un courage et d'une fougue sans égale à chacun de ses vols, ne cherchant jamais à se préserver, il fut tué en combat aérien le 11 septembre 1917 à Peulkapelle, en Belgique. Les Allemands déclarèrent que son vainqueur était Kurt Wissermann. Sa dépouille, tombée en plein no man's land, fut pulvérisée par un tir de barrage britannique, tout comme les restes de son avion, et il ne put être inhumé.
L'école de l'air de Salon de Provence a fait sienne la devise de Georges Guynemer, faire face. Et l'armée de l'air évoque son souvenir tous les 11 septembre par une prise d'armes sur ses bases aériennes. À cette occasion est lue sa dernière citation. Mort au champ d'honneur le 11 septembre 1917, héros légendaire tombé en plein ciel de gloire après 3 ans de lutte ardente, restera le plus pur symbole des qualités de la race. Ténacité indomptable, énergie farouche, courage sublime. Animé de la foi la plus inébranlable dans la victoire, il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles émulations. Une nouvelle visite royale dans votre échappée du jour. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. L'état de notre marine de guerre fait peine à voir. Non, je ne vous parle pas de coronavirus sur un porte-avions. Je vous parle d'avoir, pour botter le cul des Anglais et des Hollandais, que 20 bateaux, dont 2 prêts à prendre la mer. Et ça déplaît au roi Soleil. Le bon Colbert est donc chargé de remédier à la situation. Il parcourt la côte et se décide d'installer un nouvel arsenal à Rochefort, dans l'actuelle Charente-Maritime. Rochefort, à l'époque, est un trou perdu, mais le site est protégé de potentiels raids par une boucle de la Charente. Et il est idéal pour un bâtiment de cette taille. La corderie royale sort de terre. Pendant près de 200 ans, tous les cordages de la Royale furent fabriqués dans ce monument gigantesque, 374 mètres de long, ce qui le propulse pendant longtemps, plus longue manufacture d'Europe. Les mesures de ce bâtiment ne doivent rien au hasard. À l'époque de la marine à voile, un cordage mesurait une encablure, c'est-à-dire 195 mètres. Il devait être réalisé en un seul tenant pour garantir sa solidité. Pour faire un cordage, on tresse des brins ensemble par torsion. C'est le commétage. Pendant cette étape, on perd un tiers de la taille du cordage. L'atelier devait donc faire au minimum 270 mètres de long. Sachant qu'un bateau peut avoir jusqu'à 100 km de cordage, je vous laisse imaginer l'importance de ce site. Entre 1669 et 1862, près de 550 navires seront construits au sein de l'arsenal de Rochefort, dont le Victorieux, la Méduse et l'Hermione. Hermione, rendu célèbre pour son secours aux insurgés américains pendant la bataille de Yorktown, et dont la réplique fut reconstruite 150 ans plus tard au même endroit. Petit à petit, la marine à voile fait place à la marine à vapeur, puis à moteur, ce qui voit progressivement l'arrêt du site. Il fut incendié lors d'un raid aérien en 1944 et tomba en ruine. Ce n'est qu'en 1964 que l'amiral Dupont se lance dans une rénovation du site. Aidé par des bénévoles, il nettoie la ruine et monte un projet de reconstruction. En 1973, les travaux commencent pour lui redonner son charme d'antan. Si vous avez l'occasion de vous balader dans le secteur, allez jeter un œil à l'Hermione, fruit d'un projet pharaonique de reconstruction à l'identique d'un navire de guerre du XVIIIe siècle. Son histoire mériterait une chronique à elle toute seule. Mais surtout, allez contempler l'arsenal de Rochefort et la corderie royale. Ce bâtiment imposant et majestueux vous rappellera qu'à une époque, la France gouvernait le monde, et que guidés par le bien commun, des ministres comme Colbert, au service du roi et des Français, savaient montrer au monde qui avait le plus gros cordage dans le calbar. La littérature. Rob Dreher est un journaliste conservateur américain. Né dans le protestantisme, il s'est converti au catholicisme pour ensuite se tourner vers l'orthodoxie. En 2017, il publie un livre, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, sous-titré Le pari bénédictin. L'auteur commence son ouvrage en nous retraçant le parcours de Saint Benoît et l'émergence de la règle bénédictine. Saint Benoît naît en Italie en 480. Issu d'une famille aristocratique romaine et chrétienne, il est élevé avec les valeurs romaines antiques et dans la foi. Adolescent, il est envoyé à Rome afin de poursuivre ses études. Ayant à l'esprit la Rome éternelle qui lui a été inculquée durant son enfance, il est d'abord très enthousiaste. Une fois sur place, il découvre stupéfait que la Rome de son imaginaire n'existe plus. Régie par les barbares, cette dernière poursuit sa chute dans la décadence. Saint Benoît a peur, je cite, de tomber dans l'abîme des vices, de l'ambition et de la sensualité. Malgré son optimisme de départ, il réalise que la crise que traverse le monde romain, et l'ensemble de l'Occident avec lui, est irréversible. Le monde dans lequel il a été élevé n'est plus qu'un zombie, s'agitant dans les ruines du passé. Il fuit Rome et se retire pour mener une vie d'ermite. C'est durant cette période de 3 ans qu'il va poser les bases de sa réflexion qui donnera la règle bénédictine. Rigoureuse et complète, cette règle a pour but de permettre l'émergence de communautés religieuses imperméables aux idées décadentes du monde. Au sein des murs des monastères bénédictins, qui fleurissent un peu partout en Occident dans les décennies qui suivent,
sont conservées les connaissances du monde antique, l'esprit de la civilisation européenne et la flamme de l'espoir chrétien. Ces forteresses de savoir et de foi résisteront durant tous les troubles de l'âge sombre pour, lorsque les temps seront meilleurs, livrer aux hommes les outils culturels et spirituels leur permettant de rebâtir la civilisation. S'inspirant de ces histoires, Rob Dreher dresse des parallèles avec notre époque et tente d'y proposer des solutions correspondantes. Il part d'abord du constat lucide que nous, occidentaux, ne sommes plus dans un monde chrétien, ni déchristianisé, mais post-chrétien. Le nombre de chrétiens ne cesse de diminuer, et bien que nous soyons constamment convaincus d'avoir touché le fond, rien ne vient inverser ce phénomène. La raison en est simple. La société dans son ensemble a des valeurs opposées aux nôtres, et cette tendance ne cesse de s'accentuer. Les chrétiens, ne supportant plus ce grand écart d'avoir à être en accord avec leur foi dans la sphère privée pour la renier à longueur de journée dans la sphère publique, finissent par craquer et se soumettre. Car le monde qui nous entoure, après avoir été un temps indifférent aux chrétiens, leur est devenu profondément hostile. Les valeurs d'individualisme et de nihilisme qui y règnent traquent sans relâche les chrétiens qui voudraient vivre en accord avec leur foi. La technologie, loin d'être neutre, vient s'immiscer dans les foyers et réduire à néant toute tentative d'éducation traditionnelle que les parents voudraient inculquer. Face à ce constat de mort imminente de la chrétienté occidentale, Rob Dreher nous invite à accepter son diagnostic pour ajuster notre stratégie de survie. Il ne s'agit plus de gaspiller nos maigres forces en allant évangéliser des populations lointaines alors que notre propre peuple est païen, ou à se voiler la face dans un discours bêtement optimiste de « ça ne peut qu'aller mieux demain ». Non, les temps qui arrivent seront pires que ceux que nous vivons, et notre seule chance de survie est de recréer des communautés chrétiennes radicales et soudées, faire de nos paroisses et de nos familles des sanctuaires vivants imprenables par l'ennemi. Je ne vais pas vous spoiler les méthodes très pratiques que présente l'auteur pour bâtir cet ambitieux projet. Vous devrez le découvrir par vous-même. Si vous êtes chrétien et que vous souhaitez le rester, lisez ce bouquin et faites des retraites dans les abbayes bénédictines qui ne manquent pas en France. Sinon, vous êtes déjà mort. Retrouvons l'éphéméride du jour. Éphéméride du 7 mai. Pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons vous proposer un petit pêle-mêle de dates sans relation aucune et sans doute sans aucun intérêt. Pourquoi ? Eh bien parce que ma maman elle a dit que j'avais droit. 6 mai 1882. Et ouais, vous avez bien entendu, comme on fait ce qu'on veut, on vous a même mis des événements qui datent du 6 alors qu'on est le 7. Thug Life. Du coup, 6 mai 1882, submergé par l'arrivée massive de Chinois de Chine, le gouvernement fédéral états-unien interdit les susnommés d'émigrés. Ceux déjà présents avaient quand même encore le droit de se déplacer et de participer volontairement et joyeusement à l'aventure du chemin de fer. On the Chinchang again. 10 ans plus tard, la loi sera étendue aux Chinois du Japon. 7 mai 1920. Par le traité de Moscou, l'Union soviétique reconnaît l'indépendance de la République démocratique de Géorgie. On vous la fait courte. D'abord royaume, puis sous dominion ottomane, la Géorgie recouvre son indépendance au XVIIIe siècle grâce à Héraclius. Puis, ils sont enchloussés par la Russie. De là, révolution d'octobre, gros bordel en Russie, pas le temps de s'occuper des copains de Géorgie. 26 mai 1918, proclamation de l'indépendance de ce pays peuplé d'hommes fiers, braves et hirsutes. Donc 7 mai 1920, les Russes disent « Ok », puis en fait non. Ça nous manque assez les côtes de la mer Noire en Géorgie du coup, 6 mois plus tard, envahissage et réenchloussage de la Géorgie. Dommage, essayez encore. Comme on est là à parler des Russes, 7 mai 2000, Vladimir Poutine est intronisé pour la première fois secrétaire général du Parti communiste du RSS, président de la Fédération de Russie. 20 ans, c'est pas mal. Alors effectivement, il a fait une petite pause en installant son pote Medvedev. Mais vous m'empêcherez pas de penser que le petit Vladimir est sans doute le fils caché d'Elisabeth II et Abdelaziz Bouteflika. À ce rythme, il sera sans doute président même après sa mort. En parlant de gens décédés, 7 mai 399 avant le bon JC, date présumée de la mort de Socrate. Pas le joueur de football brésilien, mais le philosophe. La légende dit qu'on lui aurait servi un mauvais cocktail dans un rade. Autre gens mort un 7 mai, Gaston Deffer. En 1986, cet ancien chef du milieu marseillais expire son dernier souffle après s'être auto-blessé au cou et provoqué une hémorragie. Ah,
Pardon, chers auditeurs, on me glisse dans l'oreillette que le métier officiel du gentil monsieur, c'était ministre de l'Intérieur et maire de Marseille. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous invite à la partager. Je vous dis à demain et je vous laisse sur la blague du jour. Un grand antiquaire parcourt la campagne pour dénicher au meilleur prix des meubles ou des objets anciens. Il arrive dans une ferme et voit un petit chat qui boit son lait dans une écuelle qu'il identifie immédiatement comme datant de l'époque romaine. Une pure merveille. Cachant du mieux possible son enthousiasme, il dit au paysan « Ma femme a toujours eu envie d'avoir un chat. Si vous voulez vous débarrasser de celui-là, je vous l'achète. » « Pourquoi pas ?» répond le fermier. « Si vous me donnez 200 €, il est à vous. » Marché conclu, dit l'antiquaire. Il sort 2 billets de 100 €, les donne et ajoute nonchalamment « Pour qu'il soit pas trop dépaysé, je vais emporter son bol. » « Ah non, fait le fermier, le bol vous le laissez ici. Depuis le début de l'année, il m'a déjà fait vendre 15 chats. »